Je n'oublierai jamais ce moment où j'ai compris que Clara Montrose ne reviendrait jamais. C'était il y a 3 mois maintenant, et pourtant, chaque nuit, je revois cette robe blanche, incrustée de diamants Cartier, disparaître derrière les portes dorées de l'ascenseur privé. Moi, Eduardo Vasquez, qui avais organisé les plus somptueux mariages de l'élite madrilène depuis 15 ans, je venais d'assister à la disparition la plus mystérieuse de ma carrière. Les caméras de surveillance de l'hôtel Villa Magna avaient capturé ces derniers moments vers 23h47, à 13 minutes exactement de sa marche vers l'hôtel. Clara portait cette création exceptionnelle de Valentino, évaluée à 2,8 millions d'euros, ses boucles d'oreilles, Van Cleef & Arpels, scintillant sous les lumières tamisées du couloir. Je me souviens de chaque détail parce que j'avais personnellement supervisé chaque élément de sa tenue, chaque bijou, chaque accessoire. Cette soirée devait marquer l'apogée de l'empire immobilier Montrose, une fusion dynastique avec les technologies innovantes d'Alejandro Fuentes, qui promettait de révolutionner le marché espagnol. 300 invités triés sur le volet attendèrent dans le salon principal, ministres, ambassadeurs, héritiers de grandes fortunes européennes, tous venus célébrer cette alliance de 4,7 milliards d'euros. Mais à 23h55, quand les portes du salon se sont ouvertes pour laisser place au cortège nuptial, seul le silence a accueilli l'orchestre philharmonique de Madrid. Clara avait disparu, emportant avec elle tous les secrets que j'avais appris à garder au cours de ces mois de préparation. Des secrets qui allaient ébranler les fondations même du pouvoir espagnol. Aujourd'hui, en tant qu'unique témoin privilégié de cette nuit maudite, je vais enfin révéler ce que la famille Montrose a tenté d'effacer à coups de millions, ce que la police a refusé d'investiguer sous la pression politique, et pourquoi cette vidéo muette de 43 secondes cache la plus sombre vérité de l'aristocratie madrilène. Permettez-moi de me présenter, Eduardo Vasquez, organisateur de mariages de luxe pour l'élite européenne depuis 1998. Mon carnet d'adresses compte plus de 1000 contacts parmi les familles les plus influentes du continent, et ma discrétion légendaire m'a valu la confiance des plus grands noms. J'ai orchestré l'union de la comtesse de Alba avec le magnate pétrolier britannique, j'ai organisé les noces secrètes de la fille du président de la Banque centrale européenne, et j'ai même coordonné le mariage privé d'une princesse héritière dans les jardins secrets du Palais Royal. Clara Montrose était devenue bien plus qu'une cliente au fil des 8 mois de préparation. Cette femme de 32 ans, diplômée de Harvard Business School et héritière de la 3e fortune immobilière d'Espagne, cachait derrière son sourire parfait des fissures profondes que seul mon œil exercé avait su déceler. Nos rendez-vous hebdomadaires dans son penthouse de la Torre Espacio m'avaient permis d'observer ses changements d'humeur, ses appels téléphoniques mystérieux, et surtout cette angoisse grandissante qui l'habitait à mesure que la date fatidique approchait. Le monde dans lequel évoluait Clara était celui des privilèges absolus, où un simple dîner pouvait décider du sort de milliers d'emplois, où les conversations de salon influençaient les décisions ministérielles, et où chaque sourire cachait potentiellement une alliance ou une trahison. Dans cet univers impitoyable, j'étais devenu son confident involontaire, dépositaire de confidences qu'elle n'osait partager avec personne d'autre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. La journée du 15 novembre avait commencé par un appel paniqué de Clara à 6h23 du matin. Sa voix tremblait quand elle m'a demandé de venir immédiatement à son penthouse, prétextant des ajustements de dernière minute sur sa robe. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée dans son salon panoramique, encore en peignoir de soie, fixant les toits de Madrid d'un regard vide. « Eduardo, me promettez-vous de garder un secret même après ma mort ?» m'avait-elle demandé de cette voix éteinte que je ne lui connaissais pas. Vers 14h30, lors de l'essayage final chez Valentino, Clara a eu ce que je ne peux décrire que comme une crise de panique. Alors que la couturière ajustait les derniers plis de sa traîne, elle s'est mise à hyperventiler, parlant de yeux qui l'observent partout et de promesses qu'elle ne pourrait jamais tenir. Le personnel de la boutique, habitué aux caprices de la clientèle fortunée, a discrètement quitté le salon pendant que je tentais de la calmer. À 17h45, nous nous sommes rendus chez le coiffeur exclusif de la Calle Serrano. Marco, son styliste personnel depuis 10 ans, m'a confié plus tard qu'il n'avait jamais vu Clara dans un tel état. Ses mains tremblaient si fort qu'elle renversait constamment sa coupe de champagne Dom Pérignon, et elle sursautait au moindre bruit. Elle regardait sans cesse son téléphone, comme si elle attendait un message qui ne venait pas, m'avait rapporté Marco quelques jours après. Le trajet vers l'hôtel Villa Magna, dans sa Bentley Mulsanne personnalisée, fut un cauchemar silencieux. Clara fixait le paysage urbain à travers les vitres teintées, ses doigts, crispés sur son sac à main, Hermès contenant, je l'apprendrai plus tard, une lettre mystérieuse et une clé dont personne ne connaissait l'usage. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel à 21h30, elle m'a serré le bras si fort que j'en ai gardé des marques pendant plusieurs jours. Les 3 heures précédant sa disparition furent un ballet minutieusement orchestré de préparatifs.
L'équipe de maquillage, dirigée par Isabella Cordova, maquilleuse officielle des actrices du Festival de Cannes, avait transformé le visage anxieux de Clara en masque de perfection. Mais moi, qui la connaissais intimement, je voyais la terreur qui persistait dans son regard, cette peur animale qu'aucun fond de teint ne pourrait jamais dissimuler. À 22h15, alors que les invités commençaient à arriver dans le grand salon, Clara a reçu un appel sur son téléphone personnel. Je me trouvais à côté d'elle quand elle a décroché, et j'ai vu son visage se décomposer instantanément. « Je comprends », avait-elle murmuré avant de raccrocher. C'était la dernière phrase cohérente que je l'ai entendue prononcer de la soirée. Les 40 minutes suivantes se sont déroulées dans une atmosphère irréelle. Clara semblait avoir basculé dans une sorte de transe, répondant mécaniquement aux questions, souriant automatiquement aux compliments, mais ses yeux restaient vides, comme si son âme avait déjà quitté son corps. J'ai tenté plusieurs fois d'engager la conversation, mais elle se contentait de hocher la tête sans vraiment m'entendre. À 23h35, 12 minutes avant l'heure fatidique, j'ai accompagné Clara jusqu'à l'antichambre du salon de réception. Elle s'est arrêtée devant le grand miroir vénitien du XVIIe siècle, a ajusté une dernière fois sa coiffure, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Eduardo, si quelque chose m'arrive, cherchez dans le coffre-fort de mon bureau. Le code est 1597, l'année de naissance de ma grand-mère. Vous y trouverez la vérité sur tout. » À 23h47 précisément, Clara s'est dirigée vers l'ascenseur privé qui devait la mener au salon principal. C'est à ce moment que les caméras ont immortalisé ses derniers instants. Sa démarche hésitante, ses regards nerveux par-dessus son épaule, cette façon qu'elle avait de serrer son bouquet de roses blanches comme un talisman dérisoire. Les portes se sont refermées sur elle à 23h47 et 23 secondes. Elle n'en est jamais ressortie. Quand les portes de l'ascenseur se sont rouvertes au rez-de-chaussée quelques minutes plus tard, nous n'avons trouvé qu'un bouquet de roses éparpillé sur le sol en marbre, une boucle d'oreilles Van Cleef & Arpels, et cette sensation glaciale que notre monde venait de basculer dans l'inexplicable. Clara Montrose avait disparu comme si elle n'avait jamais existé, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Le lendemain matin, suivant les instructions de Clara, je me suis rendu discrètement dans son bureau privé de la Torre Spazio. Le code 1597 a effectivement ouvert le coffre-fort dissimulé derrière un faux Picasso, révélant des documents qui allaient bouleverser ma compréhension de toute cette affaire. Au milieu des contrats immobiliers et des relevés bancaires, j'ai découvert un dossier marqué « Proyecto Sombra », contenant des preuves accablantes d'un réseau de corruption impliquant les plus hauts responsables du gouvernement espagnol. Les documents révélaient que l'Empire Montrose avait été construit sur des fondations pour le moins douteuses. Depuis 1945, la famille avait systématiquement obtenu des permis de construire dans des zones protégées grâce à un système de pots de vin impliquant 3 ministres successifs, le maire de Madrid et pas moins de 15 conseillers municipaux. Les montants en jeu dépassaient les 340 millions d'euros, répartis sur des comptes offshore aux îles Caïmans et en Suisse. Mais le plus choquant restait à venir. Clara elle-même était devenue une pièce maîtresse de ce système mafieux. Depuis 2018, elle servait d'intermédiaire privilégié entre son père et les autorités corrompues, utilisant son charme et son statut social pour faciliter les négociations. Les enregistrements audio cachés dans le coffre témoignaient de conversations explicites où elle négociait directement le prix du silence avec des fonctionnaires véreux. L'examen approfondi des relevés bancaires a révélé des transferts suspects vers un compte personnel de Clara aux Bahamas, alimenté régulièrement par des fonds provenant d'une société écran basée au Luxembourg. Ces versements, d'un montant total de 47 millions d'euros sur 5 ans, étaient systématiquement effectués après chaque nouveau projet immobilier controversé obtenu par la famille Montrose. Parmi les documents les plus troublants, j'ai trouvé une correspondance entre Clara et un certain Monsieur Serpiente, pseudonyme qui cachait selon toute vraisemblance l'identité d'un maître chanteur. Les lettres, datées des 6 mois précédant le mariage, révélaient un chantage sophistiqué. Quelqu'un possédait des preuves compromettantes sur les activités illégales de Clara et exigeait, en échange de son silence, qu'elle épouse Alejandro Fuentes pour faciliter un gigantesque blanchiment d'argent. Le véritable choc est venu quand j'ai réalisé que le mariage lui-même n'était qu'une façade pour la plus grande opération de blanchiment d'argent de l'histoire espagnole. Alejandro Fuentes, loin d'être le jeune entrepreneur brillant que présentaient les médias, dirigeait en réalité un réseau international de sociétés fictives spécialisées dans le recyclage de capitaux douteux provenant du trafic de drogue sud-américain. Les contrats de mariage, rédigés par les avocats suisses les plus discrets, prévoyaient une fusion complète des patrimoines qui aurait permis de légaliser instantanément plus de 2,3 milliards d'euros d'origine criminelle. Clara avait découvert ce stratagème 3 semaines avant le mariage, mais il était déjà trop tard pour reculer sans risquer sa vie et celle de sa famille.
Un rapport médical daté du 8 novembre, une semaine avant sa disparition, attestait que Clara souffrait de crises d'angoisse sévères et avait développé une dépendance aux anxiolytiques. Son médecin privé, le docteur Martinez, avait recommandé une hospitalisation immédiate. Mais Clara avait refusé, affirmant qu'elle devait tenir jusqu'au bout pour sauver les innocents. Le dossier contenait également des photos compromettantes prises lors de soirées privées, organisées dans des résidences secondaires de la famille Montrose. Ces images montraient Clara en compagnie d'hommes politiques influents dans des situations qui dépassaient largement le cadre des relations professionnelles normales. Ces photos étaient manifestement utilisées comme moyen de pression supplémentaire par le mystérieux Monsieur Serpiente. Enfin, la dernière pièce du puzzle était une lettre manuscrite de Clara, datée du jour de sa disparition, dans laquelle elle exprimait ses remords et sa volonté de tout révéler au grand jour. Je ne peux plus vivre avec le poids de ces mensonges. Si je ne reviens pas de cette soirée, que ma mort serve au moins à exposer la vérité sur ce système pourri qui gangrène notre pays, écrivait-elle de sa belle écriture tremblante. Pour comprendre la disparition de Clara, il fallait d'abord saisir l'étendue du réseau d'influence dans lequel elle évoluait. Le Círculo de Madrid, comme l'appelaient indiscrètement ses membres, regroupait une trentaine de familles ultra fortunées qui contrôlaient ensemble plus de 60% de l'économie espagnole. Ces dynasties, héritières de fortunes constituées sous le franquisme, avaient perfectionné l'art de l'influence politique et de la corruption légalisée. Au sommet de cette pyramide trônait Don Alfonso Montrose, le père de Clara, surnommé El Arquitecto, pour sa capacité à restructurer le paysage politique selon ses besoins. Cet homme de 68 ans, à l'apparence débonnaire mais au regard d'acier, avait financé les campagnes électorales de 4 présidents du gouvernement successif, leur garantissant ainsi une dette de reconnaissance éternelle. La mère de Clara, Esperanza Montrose, née Vasquez de Coronado, descendante d'une lignée aristocratique remontant au XVe siècle, apportait au couple la légitimité sociale indispensable dans les cercles du pouvoir traditionnel. Cette femme raffinée, présidente de 3 fondations caritatives prestigieuses, utilisait son réseau mondain pour faciliter les négociations les plus délicates de son époux. Le futur marié, Alejandro Fuentes, représentait la nouvelle génération de cette élite corrompue. À 35 ans, ce diplômé de Stanford et Harvard avait révolutionné les méthodes de blanchiment d'argent en utilisant les nouvelles technologies et les crypto-monnaies. Son empire, officiellement spécialisé dans l'intelligence artificielle et les fintech, cachait en réalité le plus sophistiqué réseau de sociétés écrans jamais conçu. Les liens entre la famille de Fuentes et les cartels sud-américains remontaient aux années 1980, quand le grand-père d'Alejandro avait commencé à investir les profits de la cocaïne dans l'immobilier madrilène. 3 générations plus tard, cette collaboration criminelle s'était muée en partenariat technologique de pointe, utilisant le blockchain et les paradis fiscaux numériques pour effacer toute trace des capitaux illicites. Parmi les invités du mariage fatal figuraient des personnalités dont la seule présence témoignait de l'ampleur du réseau de corruption. Le ministre de l'économie, Rafael Sandoval, était un ami personnel d'Alfonso Montrose depuis leurs études à l'Universidad Complutense. Le directeur de la Banque centrale, Miguel Herrera, devait sa nomination aux recommandations discrètes mais efficaces du clan Montrose. L'ambassadeur de France, Pierre-Henri de Montclerc, entretenait des relations particulièrement étroites avec Clara depuis son divorce en 2019. Leurs rencontres hebdomadaires dans des restaurants discrets de Madrid alimentaient les rumeurs les plus salaces, mais masquaient en réalité des négociations sur des investissements français dans l'immobilier espagnol, qui contournaient allègrement les réglementations européennes. La comtesse de Belmont, Maria José Alvarez, doyenne de l'aristocratie madrilène et marraine de Clara, jouait le rôle de coordinatrice officieuse de toutes ses influences. Ses réceptions dans son palais du quartier de Salamanca étaient de véritables bourses aux informations privilégiées, où se négociaient en quelques mots les destins de milliers d'emplois et les orientations politiques du pays. Le général à la retraite Emilio Vasquez, ancien chef des services secrets espagnols, apportait au groupe la protection nécessaire contre les enquêtes judiciaires trop zélées. Son réseau d'anciens agents reconvertis dans le secteur privé constituait un service de renseignement parallèle au service exclusif du Círculo de Madrid. Cette toile d'araignée du pouvoir fonctionnait selon des codes non écrits, mais immuables. Silence absolu sur les affaires du groupe, solidarité inconditionnelle face aux menaces extérieures et élimination discrète mais efficace de ceux qui osaient défier l'ordre établi. Clara, en envisageant de révéler leurs secrets, avait signé son arrêt de mort sans même s'en rendre compte. Dès le lendemain de la disparition, j'ai assisté à un déploiement de moyens qui dépassait largement le cadre d'une enquête policière normale. Une cellule spéciale dirigée par le commissaire Antonio Ruiz, proche de la famille Montrose, a été constituée avec pour mission officielle de retrouver Clara, mais surtout, j'en étais convaincu, d'étouffer toute révélation compromettante. Les premiers interrogatoires ont révélé une stratégie d'occultation parfaitement orchestrée.
Chaque témoin de la soirée avait manifestement reçu des consignes précises sur ce qu'il convenait de dire ou de taire. Les serveurs de l'hôtel ne se souvenaient de rien d'inhabituel. Les invités n'avaient remarqué aucun comportement étrange, et les responsables de la sécurité juraient que tous les systèmes avaient fonctionné normalement. Cependant, ma longue expérience des événements haut de gamme m'avait appris à identifier les détails que d'autres ignoraient. J'avais remarqué la présence de 3 hommes en costume sombre qui ne figuraient sur aucune liste d'invités, leur comportement professionnel trahissant une formation militaire ou policière. Ces individus avaient disparu de l'hôtel exactement au moment où Clara s'était volatilisée. L'examen des enregistrements de surveillance s'est révélé particulièrement frustrant. Mystérieusement, les caméras de l'ascenseur privé avaient cessé de fonctionner entre 23h47 et minuit 15, créant un trou noir de 28 minutes dans la chronologie officielle. Les techniciens ont attribué cette panne à un dysfonctionnement électrique. Explication que personne n'a eu l'audace de contester. Mes propres investigations m'ont mené vers des découvertes troublantes que je n'osais partager avec les autorités officielles. En interrogeant discrètement le personnel de nettoyage de l'hôtel, j'ai appris qu'une fourgonnette non identifiée avait stationné dans le parking souterrain entre 23h30 et minuit 30. Ce véhicule, selon les témoins, portait de fausses plaques d'immatriculation et était conduit par des hommes cagoulés. Le plus troublant était l'attitude de la famille Montrose elle-même. Au lieu de déployer tous leurs moyens considérables pour retrouver Clara, Alfonso et Esperanza semblaient davantage préoccupés par la gestion de l'image médiatique de leur fille. Leurs déclarations publiques, soigneusement calibrées par une agence de communication de crise, évoquaient une fugue amoureuse plutôt qu'un enlèvement. J'ai tenté d'approcher Alejandro Fuentes, mais celui-ci s'était instantanément retranché derrière un mur d'avocats et de conseillers en communication. Ses seules déclarations publiques exprimaient sa profonde tristesse et son incompréhension totale face à la disparition de sa fiancée. Mais son langage corporel, lors de ses rares apparitions télévisées, trahissait davantage du soulagement que du chagrin. Les journalistes d'investigation qui tentèrent de creuser l'affaire se heurtaient systématiquement à des obstacles insurmontables. Leurs sources se taisaient subitement, leurs rédacteurs en chef recevaient des pressions de leurs actionnaires, et plusieurs d'entre eux ont même reçu des menaces explicites les invitant à se concentrer sur des sujets moins sensibles. Mon propre rôle dans cette mascarade était devenu particulièrement inconfortable. La famille Montrose me versait généreusement pour mon silence, tout en me faisant comprendre que ma discrétion était vitale pour ma propre sécurité. J'étais devenu malgré moi complice d'un système qui étouffait la vérité sur le sort de cette femme que j'avais appris à respecter et à plaindre. 3 semaines après la disparition, j'ai reçu la visite de 2 hommes qui se sont présentés comme des conseillers en sécurité privée, employés par la famille. Leur message était clair. Mes services n'étaient plus requis pour cette affaire, et il serait dans mon intérêt de ne jamais évoquer publiquement ce que j'avais pu voir ou entendre. L'entretien s'est terminé par une enveloppe contenant 50 000 € en liquide, et l'assurance que d'autres gratifications suivraient tant que je respecterais leurs requêtes. 6 mois après cette nuit maudite, je détiens enfin les pièces manquantes du puzzle, grâce à une source inattendue qui a accepté de briser le mur de silence. Isabella Cordova, la maquilleuse de Clara ce soir-là, avait secrètement enregistré une conversation téléphonique que Clara avait eue dans sa loge, pensant que personne ne comprenait l'italien qu'elle parlait couramment. Dans cet enregistrement glaçant, Clara suppliait un interlocuteur mystérieux de lui laisser plus de temps, promettant de réunir les 15 millions d'euros exigés pour acheter son silence. « Je vous en prie, donnez-moi encore une semaine. Je peux vendre mes bijoux, mes œuvres d'art, tout ce que vous voulez, mais n'impliquez pas ma famille dans cette histoire. » implorait-elle d'une voix brisée par les sanglots. La réponse de son interlocuteur, audible malgré la mauvaise qualité de l'enregistrement, révélait l'ampleur du piège dans lequel Clara était tombée. « Il est trop tard, ma chère. Votre mariage avec Fuentes est la seule façon de légitimer notre opération. Si vous tentez de vous échapper, les photos de vos petites soirées avec le ministre et l'ambassadeur feront la une de tous les journaux européens demain matin. » Grâce au contact d'Isabella dans le milieu artistique international, j'ai pu identifier Monsieur Serpiante, Viktor Kozlov, oligarque russe exilé à Londres depuis 2018, spécialiste du chantage politique et du blanchiment d'argent à grande échelle. Cet homme de 54 ans, recherché par Interpol pour une dizaine d'affaires de corruption internationale, avait fait de Clara sa cible privilégiée après avoir découvert ses faiblesses psychologiques et ses secrets compromettants. Les dernières pièces du puzzle m'ont été révélées par un ancien garde du corps de la famille Montrose, Miguel Santos, rongé par les remords et diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Selon son témoignage, Clara n'avait jamais quitté l'hôtel Villa Magna vivante. Elle avait été assassinée dans l'ascenseur même, puis son corps avait été évacué par le parking souterrain dans la fourgonnette que j'avais identifiée.
L'exécution avait été menée par une équipe de tueurs professionnels dirigée par Dmitri Volkov, ancien agent du KGB reconverti dans le crime organisé international. Ces hommes avaient infiltré l'hôtel en se faisant passer pour des agents de sécurité supplémentaires, leur présence étant justifiée par l'importance de l'événement et le statut des invités. Le mobile de l'assassinat était double. D'une part, éliminer une témoin gênante qui menaçait de révéler l'ampleur du réseau de corruption. D'autre part, récupérer les 47 millions d'euros que Clara avait accumulés sur ses comptes offshore et qu'elle refusait de transférer vers les comptes contrôlés par Kozlov. La complicité de la famille Montrose dans cette exécution reste l'aspect le plus troublant de toute cette affaire. Alfonso Montrose avait accepté le sacrifice de sa propre fille pour préserver l'empire familial et éviter un scandale qui aurait détruit 3 générations d'accumulation de richesses et d'influence. Esperanza, elle, avait sombré dans une dépression profonde, mais son silence était acheté par des séjours prolongés dans des cliniques privées suisses. Le corps de Clara repose aujourd'hui dans une fosse commune anonyme, quelque part dans la campagne castillane, sa tombe marquée seulement par les coordonnées GPS que Miguel Santos a emportées dans sa mort survenue il y a 2 mois. Officiellement, Clara Montrose reste une disparue volontaire, et l'enquête a été classée sans suite après 6 mois d'investigation infructueuse. Alejandro Fuentes a épousé 3 mois plus tard la fille d'un autre magnate de l'immobilier, poursuivant ainsi sa stratégie de blanchiment avec une nouvelle complice plus docile. L'empire Montrose continue de prospérer, ayant intégré de nouveaux associés russes qui apportent des capitaux frais et des méthodes encore plus sophistiquées de dissimulation financière. Aujourd'hui, en révélant cette vérité que j'ai portée comme un fardeau pendant des mois, je sais que je mets ma propre vie en danger. Mais le souvenir de Clara, cette femme brillante et fragile prise au piège d'un système implacable, mérite que justice lui soit enfin rendue, même posthume. Son histoire illustre parfaitement comment le pouvoir et l'argent peuvent broyer les consciences les plus pures et réduire au silence ceux qui osent défier l'ordre établi. La disparition de Clara Montrose n'est pas un fait divers isolé, mais le symptôme d'une corruption systémique qui gangrène les élites européennes. Combien d'autres Clara sont-elles mortes dans l'ombre pour préserver les intérêts de dynasties criminelles déguisées en familles respectables? Combien de vérités sont-elles ensevelies sous les millions d'euros et les menaces de mort? La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Marco Benedetti, héritier milanais retrouvé mort dans son yacht au large de la Sardaigne, officiellement victime d'un accident de plongée, mais dont le carnet intime révèle une vérité bien plus sombre sur les méthodes de la mafia financière internationale. Car les secrets de l'élite européenne sont encore nombreux, et certains d'entre nous refusent de se taire éternellement. 3 mois après avoir révélé cette histoire, ma vie s'est transformée en un cauchemar permanent. Des voitures aux vitres teintées stationnent régulièrement devant mon domicile, mon téléphone est sur écoute, et mes anciens clients de l'élite madrilène m'ont tous abandonné. L'empire que j'avais mis 15 ans à construire s'effrite jour après jour, mais étrangement, je dors mieux la nuit depuis que j'ai libéré ma conscience du poids de ses secrets. Isabella Cordova a mystérieusement disparu il y a 6 semaines lors d'un voyage professionnel à Milan. Sa famille a reçu un message laconique, expliquant qu'elle avait décidé de recommencer sa vie ailleurs. Mais ses proches savent qu'Isabella n'aurait jamais abandonné sa mère malade sans explication. Son téléphone portable a été retrouvé dans une poubelle de l'aéroport de Malpensa, effacé de toutes ses données. Le commissaire Antonio Ruiz a été promu au rang de directeur général de la police madrilène, récompense évidente pour ses services rendus dans l'étouffement de l'affaire Montrose. Lors de sa cérémonie d'investiture, retransmise par toutes les télévisions nationales, j'ai remarqué la présence discrète d'Alfonso Montrose parmi les invités d'honneur, sourire satisfait aux lèvres. Esperanza Montrose n'a jamais surmonté la mort de sa fille. Selon mes sources dans le personnel médical des cliniques suisses, elle a tenté de se suicider à 3 reprises et ne communique plus que par gestes depuis 1 an. Alfonso l'a fait interner définitivement dans un établissement psychiatrique près de Genève, officiellement pour dépression nerveuse sévère, mais en réalité pour l'empêcher de révéler la vérité dans un moment de lucidité. Viktor Kozlov continue ses activités criminelles depuis son refuge londonien, protégé par un réseau d'influence politique qu'il a patiemment tissé au fil des années. Ses récentes acquisitions immobilières dans le quartier de Mayfair témoignent de la prospérité de ses affaires, alimentées par de nouveaux scandales de corruption impliquant des personnalités européennes de premier plan. Le plus révoltant reste l'hypocrisie publique qui entoure la mémoire de Clara. Une fondation caritative portant son nom a été créée par ses parents, officiellement dédiée à l'aide aux femmes en détresse, mais qui sert en réalité à blanchir une partie des profits tirés de ses activités criminelles. Les galas annuels de cette fondation, organisés dans les plus beaux palais de Madrid, attirent le gratin de la société espagnole qui vient célébrer la mémoire d'une victime de leur propre système. Alejandro Fuentes et sa nouvelle épouse, Carmen Delgado Hervas, forment désormais le couple le plus en vue de Madrid.
Leurs apparitions dans les magazines People dissimulent habilement la réalité de leur empire financier qui a intégré de nouveaux partenaires russes et chinois pour diversifier ses activités de blanchiment. Leur récente acquisition d'un château en Suisse et d'un yacht de 80 mètres au large de Monaco témoigne de la santé florissante de leurs affaires. Quant à moi, Eduardo Vasquez, ancien organisateur de mariages de luxe devenu témoin gênant d'un système criminel, je vis désormais sous une identité d'emprunt dans une petite ville de la côte cantabrique. Mes économies s'amenuisent, mais ma détermination à révéler la vérité sur d'autres affaires similaires grandit chaque jour, car Clara Montrose n'était que la partie visible d'un iceberg de corruption qui s'étend sur toute l'Europe. Pour ceux qui douteraient de la véracité de ce récit, sachez que je conserve précieusement dans un coffre bancaire suisse tous les documents originaux découverts dans le bureau de Clara. Contrats falsifiés, relevés bancaires offshore, photographies compromettantes, enregistrements audio. Tout est catalogué, numérisé et prêt à être révélé si ma propre sécurité venait à être menacée davantage. J'ai également constitué un dossier détaillé sur les méthodes opérationnelles du réseau Kozlov-Montrose-Fuentes, incluant les noms des complices, les circuits des financiers utilisés et les codes d'accès aux comptes cachés. Cette documentation, copiée en plusieurs exemplaires et confiée à des journalistes d'investigation de différents pays européens, garantit que la vérité survivra même à ma disparition éventuelle. Les coordonnées GPS de la tombe de Clara, révélées par Miguel Santos avant sa mort, ont été vérifiées par satellite. Le terrain, situé à 47 km au nord-ouest de Madrid, appartient à une société écran contrôlée par Viktor Kozlov. Des analyses géologiques discrètes ont confirmé la présence de restes humains enterrés à faible profondeur, mais aucune autorité officielle n'acceptera jamais d'ordonner des fouilles sans preuve légale irréfutable. Cette histoire vraie de corruption, de chantage et de meurtre au sommet de la société espagnole n'est malheureusement pas unique en Europe. Dans mes prochains récits, je révélerai comment des méthodes similaires sont employées dans d'autres capitales européennes, où d'autres Clara Montrose perdent leur vie le prix de leur conscience face à des systèmes mafieux, déguisés en dynasties respectables.